Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure du bilan, vous connaissez l'émission. Toutes les semaines, un invité vient sur notre plateau pour faire son bilan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jenny Hippocrate. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Merci d'être sur notre plateau et de faire ce bilan sur cette maladie. Pour passer tout de suite à la première partie de cette émission, les combats. Jenny Hippocrate, il est vrai que la lutte contre la drépanocytose est le combat de votre vie. En première partie, on va évidemment mettre en lumière les symptômes aussi de cette maladie. C'est une maladie génétique héréditaire qui se transmet si les deux parents sont porteurs et qui touche l'hémoglobine des globules rouges. Pour le rappeler à nos téléspectateurs, les globules de notre sang qui permettent de transporter l'oxygène dans les organes. Et c'est vrai que chez les malades, les globules rouges, au lieu d'être ronds, comme ils sont normalement de forme habituelle, ils ont la forme de faucilles. Et au lieu de circuler dans les vaisseaux sanguins normalement, ils s'accrochent aux parois. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des symptômes de cette maladie? Alors, la drépanocytose, c'est 4 grands symptômes dominants. Le premier symptôme, c'est la douleur, qui est la hantise des malades et évidemment des familles. Quand votre enfant vous demande le droit de mourir, tellement qu'il a mal. Si j'ai mal comme si on me casse les os avec un marteau-piqueur, comme si j'ai un tremblement de terre dans le ventre, ça se passe de commentaires. Deuxième grand symptôme, l'infection qui est la première cause de mortalité du malade. Donc, un pneumocoque, donc les méningites, les septicémies, un petit rhume qui ne va rien vous faire peut tuer, foudroyer un drépanocytaire. C'est pour ça qu'il y a une antibiothérapie en amont, à partir de 5 mois d'âge de l'enfant malade. Troisième grand symptôme que j'aurais pu mettre en début, c'est l'anémie. Une personne lambda vit avec 13-14 grammes d'hémoglobine, une personne drépano, c'est à peu près la moitié, 7-8 grammes. Et de temps en temps, cette personne déglobulise, donc peut descendre à 2 grammes d'hémoglobine. Là, il faut transfuser, c'est pour ça que j'en profite pour faire l'appel au don de sang aussi. Et quatrième grand symptôme, c'est ce qu'on appelle les CVO sévères, les crises vaso-occlusives sévères. Donc, les infarctus pulmonaires, les AVC, les splénomégalies, donc la rate qui gonfle, les angiopathies, des problèmes au niveau de la rétine, des oreilles, etc. Donc, la drépanocytose touche tout le corps, puisque c'est une maladie du sang. Et c'est comme si quand le globule prend cette forme, comme vous avez dit, de fossile, admettons qu'il y a un camion sur le périph' qui se renverse. Derrière, il y a embouteillage, personne passe. Eh bien, c'est pareil pour le globule rouge. Passe pas, donc embouteillage, donc les organes sont en souffrance, ce qui peut entraîner entre autres la mort si on ne fait pas très vite. C'est vrai qu'on a ces symptômes. Est-ce qu'elle peut au départ être confondue avec d'autres maladies? Non, c'est particulier. C'est particulier. C'est particulier, c'est comme mon fils dit, c'est comme si c'est un bleu qu'on a direct sur l'endroit qui commence là où il y a une sorte de forme de thrombose, là où le globule va se falciformer. Donc à partir de là, la douleur commence. Mais c'est vrai qu'il me dit aussi qu'on a une espèce de signe précurseur. Tout le corps commence à trembler, on voit que le corps est en souffrance. Et très souvent, s'il y a une infection, il y a une poussée de fièvre. Et puis cette fatigabilité est très souvent l'ictère des yeux qui deviennent très jaunes, ce qui désocialise le malade parce qu'on les appelle, pour se moquer d'eux, la poste ou Halloween. C'est très dur de vivre avec la drépano. Déjà de par son aspect, je dirais douloureux, mais son aspect social à côté, c'est une maladie qui est très dure à vivre. Mais en dehors de ça, le malade qui est peut-être très beau, qui n'a pas de malformation, on dit qu'il fait exprès. Donc à l'école, on les traite de fainéants, de même qu'au travail, puisqu'il y a quand même une forme d'absentéisme répété. Et votre autre combat lié à la drépanocytose, c'est aussi l'inertie des pouvoirs publics. C'est vrai que d'un côté, la recherche a besoin de financement, d'où les dons. D'ailleurs, nous allons faire tout à l'heure, vous allez rappeler aussi comment faire un don à l'association. Et vous trouvez aussi que l'État ne se penche pas suffisamment sur le problème. C'est vrai que de l'autre, la maladie est vue aussi, vous le rappelez souvent dans vos interventions, est considérée malheureusement, alors qu'elle peut toucher tout le monde, sur une catégorie de population. Et ça, c'est vraiment malheureux de le penser. On va commencer par parler du manque de financement par les pouvoirs publics. C'est vrai que selon vous, l'État n'investit pas. Comment vous essayez, à travers aussi votre médiatisation, puisque lié à ce combat, vous commencez à être médiatisé, est-ce que l'État a un petit peu changé d'attitude ? Je ne sais pas si l'État a changé d'attitude, mais en tout cas, il y a certains comportements au niveau justement de certains gouvernements qui ne changent pas du tout ces comportements. La drépanocytose n'intéresse pas grand monde parce que hop, on n'est pas concerné. Alors que souvent, je l'ai dit, ça concerne tout le monde. La drépanocytose devient une maladie mondiale. C'est plus une maladie, c'est plus l'affaire des Noirs comme on le disait au début. Effectivement, on a vu les premiers foyers en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest et aussi dans le pourtour de la Méditerranée en Inde, tous les pays du Golfe aussi, donc l'Arabie Saoudite, il y a beaucoup de drépano et aux Antilles et pour cause par rapport à la traite négrière. Donc on a vu tous ces foyers. Mais
évidemment, le monde change, on est connecté aujourd'hui. Il y a le brassage, le métissage, donc la drépano arrive à grands pas. Et puis il y a peut-être aussi des gènes qui vont encore muter, parce que c'est une mutation des gènes due au paludisme. Donc le gène s'est muté pour se protéger contre le paludisme. Il y aura peut-être d'autres mutations, parce qu'en Inde, c'est déjà quand même une autre mutation. Donc aujourd'hui, la drépano, c'est quand même 150 millions de personnes concernées à travers le monde. Ça touche tout le monde. En France, c'est 26 000 malades, c'est plus de 150 000 porteurs avérés. On va parler en chiffres. Alors l'État ne fait pas grand-chose. C'est un faux problème. Ils m'ont dit dernièrement, oui, la haute autorité de santé qui m'a auditionné, oui, en plus, j'ai trouvé la réponse dans le journal Le Monde. Hein. C'est un journaliste du Monde qui m'a appelé pour me dire que la réponse était dans ce journal, parce qu'on s'est fait attaquer, entre guillemets, par l'extrême droite, qui disait que de par le nombre de malades drépano, donc il voit qu'il y a énormément, on peut voir le taux de migration en France. Bref, mais en tout cas, avec tous ces chiffres, la drépanocytose, c'est 50 millions d'euros dépensés, tous azimuts comme ça, pour les soins. Alors que je leur dis, si on fait de la prévention, une bonne prévention, les écoles, ce qu'on a déjà commencé à faire, mais il n'y a pas d'argent, si on guérit les malades aujourd'hui, ça sera la moitié, 25 millions. Donc ça veut dire qu'il y a de très mauvais mathématiciens dans le gouvernement. Dans tous ces gouvernements respectifs, parce que ce n'est pas celui-là, hein, donc avant. Alors que je leur dis, on sort du ciblage ethnique qui est non conforme à la Constitution, la France pays hors la loi toujours, on sort de ce ciblage ethnique, ça vous coûtera combien en plus? 153 000 euros en plus, alors que je pourrais faire gagner 25 millions. Mais c'est du n'importe quoi. C'est pour ça que je dis c'est un faux problème. Moi, ce que je pense, ils ont cru, parce que je l'ai entendu dans le temps, ils ont cru que tous les malades allaient mourir, qu'ils n'allaient pas vieillir, qu'il n'y aurait pas eu d'enfants et de descendance, et qu'on en s'en débarrasserait une bonne fois et pour toutes. Et là, aujourd'hui, il y a un tas de petits champignons qui naissent. En plus, les malades, ils vieillissent, ils atteignent l'âge adulte, ils arrivent à 60 ans, ils ne savent plus quoi faire. L'État ne sait plus où se mettre avec la drépanocytose. Et c'est un faux problème. Donc, il faut continuer le combat. Il faut que tout le monde s'y mette pour dire non, ensemble nous sommes plus forts. Il faut venir. Parce que moi je l'ai dit, si cette année-là, on ne sort pas de ce ciblage ethnique, que la drépanocytose ne devienne pas une grande cause nationale, les malades comme en 2004 vont redescendre dans la rue. Et je vais en profiter pour les faire descendre dans la rue quand il va faire froid. C'est tant pis, il y en aura qui vont tomber malades, ce sera au risque et péril des malades. Mais si c'est comme ça qu'il faut le faire, on va le faire, parce que c'est du n'importe quoi. Alors, il est vrai que pour faire connaître cette maladie aussi, vous avez lancé la DREPaction. Il s'agit d'une grande opération médiatique, hein, comme pour d'autres maladies aussi. On connaît aussi le site d'action. Comment ça se passe, cette DREPaction? DREPaction, c'est une semaine de sensibilisation. Et je veux quand même remercier Mme Pécresse et M. Karam Patrick. Oui, on vous voit. D'ailleurs, on va le voir dans la vidéo qu'on va regarder tout de suite. Voilà, non, parce que Mme Pécresse, elle sort quand même la drépano du ciblage ethnique, qui est un vœu de DREPaction. DREPaction, c'est une semaine de sensibilisation et d'appel aux dons de sang aussi. Parce que les drépanos, pour pratiquement 97% des cas, ils sont toujours transfusés ou échangés. Ça veut dire qu'on enlève du mauvais sang pour en mettre du bon. C'est pour ça qu'il faut des donneurs. C'est une semaine de sensibilisation où on va sensibiliser dans les écoles, les collèges, les grandes écoles, les facultés, effectivement le monde du travail aussi, mais surtout les jeunes en âge de procréer, les missions locales. On va sur les terrains de foot, d'ailleurs on a tous les footballeurs qui viennent nous rejoindre. Parce que pourquoi? C'est pour dire stop à la drépanocytose. On ne va pas empêcher nos jeunes couples de s'aimer, mais ils seront au courant qu'il y a une maladie et ce sera à eux de décider s'ils veulent faire un enfant, mettre un enfant malade au monde sans savoir s'il est porteur du gène, parce que ça n'a rien à voir avec le groupe sanguin, c'est la nature de l'hémoglobine. Et puis voilà, un homme averti n'en vaut pas deux, un homme averti en vaut 10 000. Dernièrement, vous avez tenu un gala au Chalet du Lac à Paris en présence de nombreuses personnalités. OM5 TV avec Max Lolotte était sur place et je vous montre ce petit sujet tout de suite. Et me voilà, le noté à l'hôpital Robert Debré. Elle m'enferma dans une toute petite chambre. Elle m'a mis un film, un dessin animé. Elle était de l'autre côté avec ses deux autres collègues en train de rigoler. Et moi, j'étais toute seule là, avec mon bébé dans les bras. Je ne comprenais rien du tout. Elle me dit après, vous avez compris maintenant? J'ai rien compris, je suis une imbécile, je suis une gnarde. Je comprends rien du tout, j'ai rien compris de ce que vous m'avez montré. Madame, c'est quoi? Elle m'a dit, vous avez bien compris, votre enfant va mourir. Et là, le ciel me tomba sur la tête, le sol se déroba sous mes pieds, et j'ai compris à cet instant qu'il n'y avait peut-être pas grand chose à faire, que je devais enterrer mon enfant, que je devais l'enterrer, il n'avait que 9 mois.
Celle-là n'avait pas de vie devant lui. Elle me dit cette voix, madame, rentrez chez vous. Comment pouvais-je rentrer chez moi? Hein? Je ne savais plus marcher. Alors, je descendis les escaliers, je prends ce maudit ascenseur après, et je déambule dans le couloir. Et une personne m'arrête. Elle me dit, madame, que faites-vous là? Je lui dis, on vient de m'apprendre que mon fils est mort. Elle me dit, mais non, votre fils est dans vos bras, il n'est pas mort. Mais on vient de me dire qu'il est mort. Et je pris un taxi, je rentrais chez moi. Et là, je dis à mon mari, c'est terminé. Mais avant de terminer, je vais partir en guerre. Et si je dois mourir en guerre, je mourrai. Et me voilà parti. En Afrique, aux États-Unis, au Brésil, partout dans le monde, partout il y avait la drépanocytose, je cherchais, et parce qu'il fallait trouver. Je devais accomplir avec mon enfant, et à travers lui, tous les enfants du monde. Je devais faire quelque chose. Je m'appelle Jenny Pocrat et je sais que je suis une guerrière grâce à mon fils. Que la drépanocytose ne soit plus une maladie qu'on survole comme ça. Voilà. Elle concerne tout le monde. Elle touche 50 millions de personnes à travers le monde. Et avec l'AFM, avec plein d'autres associations, dans le cadre du Téléthon et dans le cadre d'autres événements, et comme celui-ci, on a besoin de toute votre énergie. Je vais combattre la drépanocytose et je veux que les enfants guérissent. Parfait. Un sujet réalisé par Max Lolotte. C'est vrai que c'est un très bel événement, ce gala. Ça permet de ramener du monde, des personnalités pour combattre cette maladie. Est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs comment faire un don pour votre association? Ben c'est simple, hein. Il suffit d'aller sur notre site apipd.fr, apipd.fr, ou sinon appeler au 01 40 10 02 49. Il y aura toutes les explications parce que nous sommes énormément de bénévoles. D'accord? Nous sommes toujours connectés et via les Facebook, on fait tous les réseaux sociaux, hein, Twitter, Instagram et tout. Mais c'est vrai, à paypd.fr, il y a le compte PayPal où les gens ils peuvent faire un don. 1 euro plus 1 euro, c'est un drépano qu'on sauve. Il n'y a pas de petit don. Il ne faut pas dire, oh, j'ai pas. Il y a 2 semaines, une petite fille de 7 ans a fait un don de 1 euro et j'étais très contente. Jenny Pocrat, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission, c'est l'œil du bilan. Dans l'œil du bilan, le principe, on part d'une vidéo, d'une photo et on raconte une histoire. Alors c'est vrai que je vais commencer par une vidéo, Jenny Pocrat. Nous sommes le 16 septembre 2010, ça doit vous rappeler quelque chose cette date puisque nous sommes au ministère de l'Outre-mer et vous venez de recevoir la médaille de l'Ordre national du mérite. Je dédie cette médaille à tous les enfants drépanocytaires du monde entier qui m'ont consacré maman, maman des enfants malades, maman tout court. Je voudrais aussi dire à toutes ces personnes qui ont voté, parce qu'il y a eu un vote au départ pour que je sois distinguée, ça n'avait pas été retenu. Après, c'est M. Allemand qui a demandé cet insigne, enfin cette distinction. Je voudrais dire merci à toutes ces personnes. Je crois qu'il y a eu 20 000 signatures en quelques jours. Donc en fait, c'est le peuple qui a choisi dès le départ de me consacrer chevalier de l'Ordre du mérite. Donc je remercie toutes ces personnes. Et puis je remercie toutes les personnes qui m'entourent. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête, c'est un grand jour pour nous, mais le combat continue, donc il faut nous armer avec les bonnes armes, l'amour, le cœur, pour pouvoir avancer contre cette maladie ô combien difficile à vivre, cette tueuse sanguinaire. Donc je voudrais vraiment ce soir saluer tout le monde, et donc je suis contente d'être là, et contente que la République ait enfin compris qu'il y avait quelque chose de formidable qui se passe autour de la drépanocytose. Pas seulement moi, je suis peut-être à la tête de tout ça, mais à toute mon équipe derrière. Merci à tous. Alors il est vrai que cette médaille, c'est pour
une manière pour la République de récompenser toute personne dont les mérites sont distingués. C'est vrai que ce jour-là, vous avez fait appel à l'homme politique Patrick Karam, ancien délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, d'être votre parrain. La personne qui vous a remis cette décoration, c'est Anne-Marie Paillet, sénatrice de La Réunion. Une manière évidemment, Jenny Hippocrate, de saluer votre combat. Vous avez aussi été commandeuse de la Légion d'honneur, beaucoup de récompenses. Quelle émotion avez-vous aujourd'hui en voyant cette vidéo juste après avoir reçu de telles récompenses de la part de la République? C'est vrai qu'aujourd'hui, le temps a passé, donc je suis, je dirais, 104 fois décorée à travers le monde. Donc j'ai 104 distinctions honorifiques, après il y a eu la Légion d'honneur, après il y a eu d'autres belles récompenses à travers le monde. J'ai été quand même Black Businesswoman à Londres, qui récompensait une femme, pas forcément businesswoman, mais qui a fait beaucoup de choses, par Madame Chéri Blair, et beaucoup d'autres, commandeurs par la Principauté de Monaco, plus récemment. Cette même année, vous avez même été élue femme formidable 2010 et par le magazine Femme Actuelle. Absolument, avec 230 000 votes, plus le prix du jury. Et beaucoup. Et puis, il y a eu le Grand Prix humanitaire de France à la médaille d'or. Et puis, plus récemment, ambassadrice de la Principauté de la République de Monaco. Donc, c'est beaucoup de distinctions, mais ça me gêne toujours. Parce qu'en fait, les gens, ils récompensent Jenny Hippocrate. Mais moi, je dis non. Non, parce qu'en fait, ce n'est pas moi, je ne suis pas toute seule. Je suis un capitaine qui conduit un vieux navire avec de très bons matelots. Et avec votre équipe, évidemment. Voilà, de très bons matelots. Et j'espère que nous allons arriver ensemble vers les horizons de l'espoir. Parce que je suis sûre et certaine que s'il n'y avait pas ces personnes autour de moi, j'y arriverais pas toute seule. Et qui se sont embarqués avec moi dans cette aventure-là, en sachant que le bateau risque de couler. Et là, nous... tous nous engouffrer dans l'eau. Mais en tout cas, non, je ne suis pas forcément, je n'ai pas une réelle émotion par rapport à cette distinction. L'émotion que j'ai, c'est que des amis, des hommes politiques qui sont devenus mes amis aussi, comme Patrick Karam, comme la sénatrice Paillet, comme Madame Valérie Pécresse et bien d'autres, même M. Nicolas Sarkozy par la suite, et bien d'autres, aient compris qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait une femme avec toute une équipe, des mamans aussi, des papas. Une énergie. Et une énergie. Voilà, vous savez, j'ai mis ma vie, pas entre parenthèses parce que ma vie elle est belle, je l'ai dédiée à une cause noble, mais j'avance avec une équipe où j'ai mis quelques-unes de mes actions, d'ailleurs ma vie professionnelle. Vous savez, je suis psychologue en milieu carcéral, c'est ma vraie vie professionnelle ça, et je ne peux pas l'exercer ma profession parce que je n'ai pas le temps. J'avais des entreprises, j'ai tout vendu, j'ai donné 20% à l'association à chaque fois que je vendais une entreprise, et mon mari, c'est boîte de nuit, à chaque fois on donnait 20% à l'association pour pouvoir nous financer la communication, tout ce qui est autour de la communication, parce que c'est important la communication. Donc je ne regrette rien parce que je crois que j'ai trouvé mon combat, et donc pour moi, il est tellement beau ce combat-là, même si j'ai un enfant malade et il y a beaucoup de malades, parce que vous savez, j'ai vu l'horreur, les scènes apocalyptiques à travers le monde, des enfants drépano se tordant de douleur, mourant dans mes bras. J'ai tenu une petite fille au Mali qui est morte dans mes bras. Ce sont des scènes qu'on n'oublie pas. Quand mon fils me demande le droit de mourir, on ne peut même pas rentrer dans sa chambre parce que les vibrations du sol lui donnent mal. Eh ben, on ne peut plus supporter ça. Mais en même temps, je dis grâce à tout ça, peut-être que mon fils a été aussi, je dirais, un martyr, un héros, j'en sais rien, parce qu'à travers tout ça, j'ai vu ce qui se passait dans le monde et j'ai pu dire et dénoncer qu'on tuait des enfants drépano dans certains pays et qu'aujourd'hui, que les gens, même si l'État n'a pas encore sa vraie place dans le combat, mais les gens commencent à avoir une place avec nous. Et bien justement, ce deuxième point de l'œil du bilan, bon enchaînement, c'est une reconnaissance internationale. C'est vrai que votre action est essentiellement française, mais vous voyagez beaucoup, Jenny Hippocrate. Et d'ailleurs, il y a eu un documentaire qui s'appelait « La vie à 100%». D'ailleurs, je vous montre tout de suite cette photo qui représente un peu ces voyages. On vous voit avec votre fils dans un aéroport à l'étranger. C'est vrai que votre lutte s'étend dans tous les pays où la reconnaissance de la drépanocytose a encore du chemin à faire. Et ça, c'est vraiment votre lutte. Votre vie est ponctuée de voyages réguliers vers de très nombreuses destinations, puisque l'APIPD a de nombreux aussi partenaires, il faut le rappeler, notamment en Europe. On peut citer l'EORA, c'est l'Organisation européenne contre les anémies rares, basée en Grèce, c'est ça? Oui, donc je suis la responsable France. Voilà, ou encore Eurodis, l'Organisation européenne des maladies rares. Où en est l'Union européenne dans sa lutte contre la drépanocytose?
Ben, c'est comme dans tous les pays, la drépanocytose n'est pas assez Est-ce que nous, on est en reconnue. retard déjà par rapport à d'autres On n'est pays pas, on n'est pas en retard par rapport à la recherche. Vous savez, c'est en France qu'il y a de très bons chercheurs, mais il n'y a pas d'argent. Donc ces chercheurs, ils partent à l'étranger, notamment aux États-Unis. L'Institut Imagine, qui fait de la recherche thérapie génique sur la drépanocytose avec la doctoresse, la chercheure Marina Cavazana, c'est un labo américain qui finance l'Institut Imagine à l'hôpital Necker. Donc, on n'est pas en retard, on a de super bons chercheurs, mais il n'y a pas d'argent. Les États-Unis, il y a eu beaucoup d'avancées sur la drépanocytose, notamment quand j'ai commencé à aller là-bas aussi, sans prétention aucune, parce que la drépano faisait partie du combat de Martin Luther King, de Nixon et Barack C'est Obama. important de le rappeler, ça. Voilà, et Barack Obama, on a fait un grand combat maintenant avec l'Obama Gate. Ça va peut-être encore changer. Donc, il va falloir... D'ailleurs, je pars très, très, très bientôt à Baltimore pour pouvoir, justement, avec le pasteur Jesse Jackson, parler de drépanocytose. Et puis, il y a une grosse organisation qui est dirigée par une grande chanteuse T-Boss de TLC, où il y a Rihanna, Beyoncé, tout le monde. Donc, on travaille tous ensemble. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je dis ensemble, nous sommes plus forts. Mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas... L'union fait la force, ça, voilà. ça prend tout Mais son en France, il n'y a pas d'argent. Là-bas, il y a de l'argent. Il y a des stars qui mettent un peu. Il y a tout ça. Mais nous, on n'en a pas. Mais c'est vrai que la recherche, on ne peut pas non plus cracher dessus parce que la recherche avance quand même s'il n'y a pas beaucoup d'argent. Nous finançons des masters biologie deuxième année. Nous finançons les jeunes chercheurs parce que nous n'avons pas les moyens de financer la vraie recherche. Donc, nous finançons des thèses de jeunes chercheurs pour pouvoir parler de drépanocytose et mettre drépano dans leur cursus comment je veux dire ça, médical, au niveau des médecins. Mais c'est vrai que il y a énormément de choses à faire toujours. Il y a énormément de choses parce que la drépano, ce serait une autre maladie. Avec une équipe comme la mienne qui se bat comme ça, eh bien, je vous dis que ce serait bien reconnu. Parce qu'il n'y a personne qui se bat sans prétention, comme nous, l'équipe APIPD en France, tous les jours sur le terrain, tous les jours des conférences, mais tous les jours, 24/24 connectés. Ça n'existe pas en dehors de nous. Jenny Hippocrate, on passe tout de suite à cette troisième partie d'émission, c'est le bilan s'impose. Et dans le bilan s'impose, le principe, j'interroge mes invités sur des choses sur lesquelles ils ne sont pas souvent interrogés. Aujourd'hui, on va se poser une question ensemble, Jenny Hippocrate. Le bac est-il trop facile? C'est vrai que chaque année, au mois de juillet, c'est toujours la même histoire. On a les résultats du bac qui tombent et à chaque fois, le pourcentage de réussite augmente. Alors, par exemple, en 2016, on a eu un nouveau record qui a été atteint avec 91,4% de réussite. Et donc là, c'était au bac général, on avait 90 dans les séries technologiques, 82,2 dans les bacs pro. C'est vrai que c'est un chiffre qui est en hausse parce que par exemple en 2012, juste pour prendre sur les filières générales, on avait 84,5%. Donc vous voyez vraiment ce taux qui augmente. C'est vrai que le niveau du bac aussi a diminué pour s'adapter aux étudiants les plus faibles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les étudiants ne disent plus il faut avoir le bac, mais il faut avoir directement une mention. Et d'ailleurs, on a eu un chroniqueur du BFM Business qui s'appelle Marc Fiorentino qui avait tweeté « Nivellement par le bas, les correcteurs du bac ont reçu comme consigne de faire preuve d'indulgence en cas de faute d'orthographe. » Ce serait donc, c'est vrai, une démarche un peu plus politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de ce chroniqueur? Je suis d'accord avec son analyse puisque c'est la réalité. Mais le bac, pour moi, est trop facile. À mon époque, un bac F8, merci, qui est l'équivalent du bac scientifique, il fallait étudier. Hein. Et on voit ces taux d'année en année. C'est n'importe quoi. C'est politique, c'est pour faire, pour concurrencer avec d'autres pays. D'accord? C'est une question de pays, parce que ce pays, on attend de pourcentage. C'est du n'importe quoi. Mais je ne sais même pas si le bac devait être obligatoire aujourd'hui. Mais je pense que ce qui devait vraiment être, c'est que les enfants, les jeunes aillent en entreprise. Et dans l'entreprise, on va apprendre. Quand on est autodidacte, mon fils, il a un bac. D'accord? Pour avoir une idée, hein. Il a fait une année chimie, une année physique. Il a tout abandonné et il est autodidacte. Aujourd'hui, il est chercheur il dépasse les ingénieurs parce qu'il a appris. Il est allé sur le terrain, il a appris tout seul, il a regardé faire les autres, etc. Donc moi, je suis pour d'ailleurs le bac technique ou technologique. Ou bac professionnel. Professionnel. Ça, c'est vrai. Il est vrai que le bac professionnel est considéré, entre guillemets, parfois comme des voies de garage. Mais il faut avouer que dans la réalité, un employeur va préférer prendre une personne qui est déjà formée au métier plutôt qu'une personne qui va devoir former. Mais ça, c'est une vraie réalité et c'est mon combat.
Voilà, bon, en même Absolument, temps, mais vous êtes hein. d'accord avec moi, Alon, Ah c'est bah, ça, oui. là, tout Eh à bien fait. voilà, Je me moi permets je de vous vois le dire. quand, puisque je suis directrice de mémoire, je vois les jeunes qui viennent pour faire un mémoire sur toutes les fautes d'orthographe. Moi, je suis écrivaine. Quand je vois toutes ces fautes-là, ça me donne des poussées du urticaire. Je ne supporte pas ces fautes-là. On est quand même dans la langue de Molière. En France, on nous a donné des bases. Mais vous, est-ce qu'il faut durcir aussi un petit peu le niveau du bac? Il faut durcir, mais peut-être pas en disant, bon, il faut que les enfants apprennent. Non. C'est ce que veut le nouveau ministre d'Emmanuel Macron, le Oui, nouveau il ministre faut de durcir, l'Éducation mais nationale. il faudrait que même pour un bac général, par rapport à ce qu'on aimerait faire, il faut que l'enfant aille en entreprise. Dans l'entreprise, on apprend. Si on veut être, je sais pas moi, traducteur. Ben, on commence à faire des séjours très tôt à Londres, aux États-Unis. On commence à bien parler l'anglais. Et pour bien parler l'anglais, il faut bien parler le français. D'accord? Parce qu'on ne peut pas bien parler l'anglais si on ne parle pas très bien le français. D'accord? C'est des choses comme ça. On veut être, je sais pas, médecin. Eh bien, on commence à aller dans les ici, voir ce qui se passe dans les écoles d'infirmiers. On commence par là tout petit, dans les écoles de sage-femme. On commence par là, même si c'est des petits stages d'une semaine ou deux. Et après, on va vous poser des questions sur ce que vous avez appris. Et quand je vous dis devant mes élèves, je suis aussi co-jury pour mémoire, mais je pose beaucoup de questions sur justement les stages en entreprise. Ça, c'est important. Parce qu'on peut tout écrire, on apprend. Il y a des enfants qui retiennent très bien du pas au cœur. Hein? Alors, on a 18, 19, et puis sur le terrain, on ne voit rien du tout. Non, je ne suis pas d'accord. J'aurais préféré, justement, qu'on donne un peu plus d'importance au bac technologique, au bac... Mettre à égalité. À égalité, et arrêter de dire que ce bac-là, c'est pas bon, c'est des enfants qui étaient des fainéants. C'est pas vrai. Ce sont des enfants qui savent peut-être qu'ils veulent faire plus tard. Moi, j'ai eu un bac professionnel Ah ben et j'en voilà. suis très très fier, Ah ben faut voilà. le dire. Voilà. Ah ben j'ai eu un bac scientifique, je ne suis pas médecin. Ah bah. Voilà. Jenny Hippocrate, on passe tout de suite à la dernière partie de cette émission, c'est les Minutes Outre-mer. Dans les Minutes Outre-mer, aujourd'hui, Jenny Hippocrate, on va se pencher sur un vrai problème, le manque de médecins en Outre-mer. C'est vrai qu'il faut rappeler que les inégalités d'accès aux soins en France, c'est une préoccupation ancienne mais aussi grandissante, et depuis plusieurs années on assiste à la formation de multiplication de zones médicalisées qu'on appelle les déserts médicaux, des zones où très peu de médecins y sont. Et d'ailleurs, selon le ministère de la Santé, ça il faut le rappeler, on considère qu'un territoire est un désert médical quand la densité de médecins par rapport à la population n'est que 30% inférieure à la moyenne nationale qui est de 284,4 médecins pour 100 000 habitants. Et l'outre-mer connaît cette pénurie médicale. D'ailleurs, la Guadeloupe et la Martinique sont, tenez-vous bien, 20 points en dessous de la moyenne. Et selon l'INSEE, la Martinique serait quand même le 5e département le plus âgé aussi en 2030, et les besoins de soins, évidemment, vont grandir. Quel est votre regard face à ces chiffres, Jenny Hippocrate ? Bien, il y a plusieurs raisons à cela, déjà. Moi, je me suis occupée du plan santé parce que je suis aussi vice-présidente du CREFOM. Et à l'époque, j'étais justement chargée de santé auprès du CREFOM à l'époque, il y a 2-3 ans. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, pour attirer des médecins, il faut du matériel. Les bâtiments sont désuets, sont obsolètes. Il faut voir la dégradation. On va à l'hôpital de la Ménard en Martinique, il y a encore de l'amiante dans certains bâtiments. C'est du n'importe quoi. Comment voulez-vous attirer des médecins, des jeunes, s'ils n'ont pas... Donc vous dites qu'il faut d'abord mettre des choses à disposition, il faut du matériel, déjà mettre du pour attirer matériel des à médecins. disposition pour attirer les médecins. Il faut leur faire la leçon à ces médecins. Ces médecins qui sortent d'ici et qui arrivent là-bas, qui voient les cocotiers à la mer, qui ne sont pas là de garde quand on a besoin d'eux. Quand on appelle un médecin, au lieu d'être là, il est à la plage en train de se faire bronzer. Là, c'est du n'importe quoi. Il faut les sanctionner. D'accord? Ça, c'est un souci qu'il y a en Outre-mer? C'est un souci qu'il y a en Martinique. En Martinique? Parce que moi, j'ai des retours de la Martinique. Moi, mon enfant n'a pas été pris en charge parce que le médecin, il n'était pas là. D'accord. D'accord? Ça, c'est un autre souci. Et puis, troisièmement, on a la vie très chère en Martinique. D'accord? Je ne sais pas combien gagne un médecin en Martinique, mais il faut peut-être prendre en compte le coût de la vie. Le coût de la vie. D'accord? Il y a des médecins. Moi, j'ai ma maison. Il y a des médecins qui sont venus me voir pour louer une maison. Ils me disent, est-ce que vous voulez louer votre maison ou est-ce qu'il y a une maison pas trop chère parce que ce qu'on nous demande, c'est cher et vu ce qu'on gagne, c'est pas évident. J'ai ma petite cousine qui est médecin spécialiste dans les maladies tropicales. Elle est en Guyane. Elle me disait, je n'arrive pas à bien vivre avec ce que je gagne en Guyane. Mais c'est du n'importe quoi, ça. Des gens qui ont fait quand même 10 ans d'études, voire 11, 12 ans. Il faut les respecter. Sauf des vies, il faut les respecter. Et puis pour le reste, c'est à l'État de faire le reste. Il n'y a pas de médecin
Eh bien, on trouve un moyen de former des médecins, de leur demander d'aller, et on propose des choses. Parce que vous savez, on dit souvent les jeunes, il faut la carotte. Mais oui, peut-être qu'il faut la carotte pour que ces médecins puissent venir. Parce qu'en Antilles, c'est 7000 km, ils sont loin des leurs. Ils n'ont pas envie peut-être d'y rester toute leur vie. Donc, il faut encore changer. Peut-être 3 ans plus tard, 4 ans plus tard. Donc, il faut peut-être une carotte. J'en sais rien. C'est au gouvernement de trouver ce qu'il faut. Moi, j'ai ma petite idée, mais je ne dirai pas à l'antenne. Mais en tout cas, je suis très déçue. Un département comme la Martinique, où il y a des têtes pensantes, il n'y avait même pas une vraie faculté pour arriver jusqu'à la finale. Donc, on commençait les 3 ans. 4 ans, on commence 3-4 ans. Il faut partir en métropole. On exporte nos jeunes. Comment voulez-vous qu'ils soient là sur le terrain? Parce que s'il y avait une fac qui arrivait jusqu'à la fin des études, il y en a beaucoup qui resteraient chez eux. Mais quand ils reviennent sur une grande métropole, ils prennent le goût. Ils n'ont plus envie de repartir. C'est pour ça qu'il y a une désertion de la population martiniquaise aussi. Voilà. Bon, ce sont des choses comme ça. Il y a énormément de pistes à exploiter. Parce que c'est pas tout dire, on va former des médecins pour les envoyer, on va les obliger. Non. Il y a tout ce contexte-là qu'il faut. En tout cas, moi, j'ai commencé à le faire. Mon dossier est à la disposition du gouvernement. C'est pour ça que je ne veux pas trop en dire. S'il veut de mon dossier, il n'y a aucun problème. Vous êtes à disposition, je évidemment, suis à disposition. Des personnes qui veulent bien vous aider. Absolument. Et est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs comment faire un don à votre association? C'est aussi ça qui est très important pour aider la recherche. Un don à l'association. On n'a pas beaucoup de subventions, on a très peu. Heureusement qu'il y a des amis. Donc faire un don, c'est simple. Donc sur votre site internet, apipd.fr. Ou par téléphone. Ou par téléphone, on retourne, ou par mail. Vous pouvez nous dire le numéro? 01 40 10 02 49. Et il y a toujours un reçu et tout le monde est invité à l'Assemblée générale pour repartir avec les comptes de l'association. Jean Hippocrate, un grand merci d'avoir été avec nous en ce dimanche. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve comme d'habitude dimanche prochain avec un nouvel invité qui viendra sur ce plateau faire son bilan. Prenez soin de vous.